Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Hajj comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Dr Ali Abdrahmane Hagar. Il est conseiller au dialogue national et à la réconciliation à la présidence de la République. Nous le recevons ici sur ce plateau en tant qu'ancien secrétaire général du Conseil supérieur de transition de 1993 à 1996. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Deba. On se rend compte que dans les débats pour l'adoption et l'examen de certains projets de loi, il y a des lobbies autour des projets de loi. Est-ce que ce n'est pas un danger pour la nation? Moi, je me rappelle l'agitation autour du code pastoral. Vous avez vu? Une loi, il faut lire l'esprit de loi de Montesquieu. La loi doit être assez juste pour qu'elle puisse gérer la société assez justement. C'est ça, non? Donc, quand vous lisez tranquillement l'esprit de loi, vous comprendrez qu'une loi, elle n'est pas faite pour des gens. Elle est faite pour tout le monde. Pour des gens précis, non. Et lorsque vous voyez des lobbies qui courent à gauche et à droite, ça, c'est de la... Excusez-moi le terme, c'est de la pagaille. On a vu lors du code pastoral. Le code pastoral est utile, mais il n'a pas été porté intelligemment. On a besoin d'un code pastoral pour qu'il n'y ait pas de conflit éleveur-agriculteur, pour que le conflit foncier soit bien réglé, pour que l'espace de la transhumance soit connu, pour que les champs soient connus, c'est tout. Mais pas donner l'impression que ce code-là est pour certains contre d'autres. Et je suis très content que le président de la République, le maréchal, a saisi la dimension politicienne, pas politique, de cette loi-là. Mais pourtant, c'était des orientations politiques. Il fallait coûte que coûte adopter la loi. Ils ont adopté, oui, mais elle n'a pas été promulguée. C'est ça ce qui est bon dans la Constitution, copiée sur la Constitution de la Ve République française. Vous pouvez adopter toutes les lois que vous voulez, mais à un moment donné, quand le président se rend compte que ce n'est pas intéressant, il refuse de promulguer. Et il vous le fait savoir. Il l'a fait savoir au président de l'Assemblée, Haroun Kabadi, en pleine place de l'Indépendance, vous vous rappelez. Il a dit la loi sur le code pastoral risque de nous créer plus de problèmes que d'apporter des solutions. Et le pouvoir public est celui-là qui essaie toujours de chercher l'équilibre pour qu'un acte posé ne pose pas de problèmes. Un acte posé doit amener des solutions. Quand vous tracez une route et qu'elle traverse, je ne sais pas moi, un puits ou un champ en période de soudure, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas tracer une route dans un champ. Moi, j'ai vu en Algérie, les Algériens ont contourné un seul arbre en plein désert, parce qu'il est plus difficile en Algérie de faire pousser un arbre que de construire une route. Et dans ces conditions, ils ont préféré contourner l'arbre, sauver la vie de l'arbre en continuant de construire. C'est ça ce qu'on appelle la gouvernance. Oui, après le dialogue national inclusif, certainement nous aurons affaire à la rédaction de la nouvelle constitution. Vous, en tant qu'écrivain surtout critique, qu'est-ce que vous suggérez pour cette nouvelle loi fondamentale? Lesquels qui doivent être les rédacteurs de cette nouvelle loi fondamentale? Qu'est-ce que vous leur suggérez? Vos conseils? Il faut d'abord éviter de nous amener des gens de l'extérieur. Maintenant, le Tchad a beaucoup de cadres. Les gens de l'extérieur, lesquels? Les consultants. On a des partenaires. Chaque fois que nous, on a besoin d'un petit texte, même pour dire bonjour, c'est un expatrié qui va venir nous dire bonjour, s'écrit B-O-N-J-O-R. Maintenant, cette histoire-là, il faut arrêter. Il y a des spécialistes en tout genre au Tchad. En droit constitutionnel, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a Ousmane Ouzibé qui a présenté un livre qui fait comme ça, sur le constitutionnalisme tchadien. En 1996, il y avait des gens qui étaient très forts. Les Abdrahmane Dadi, les Nagoum Yamassoum, les Mangaral Banté. Ils ont quand même travaillé sur la Constitution. Et la Constitution de 1996 est l'une des meilleures. Moi, c'est vrai, on est un peu nostalgique toujours de son passé. S'il faut chercher à inventer une constitution autre que 96, si on ne peut pas trouver meilleure, je crois que la 96 est l'une des meilleures. Et celle de 2018?
Je n'ai même pas pu participer à... Mais vous avez comme suivi les débats? J'ai suivi les débats. Un bon citoyen? Non, je l'ai dit honnêtement, on s'est un peu... On s'est comporté de manière irresponsable vis-à-vis du chef de l'État. Il ne faut pas tromper un chef. Il sait que tu es en train de le tromper. Mais quand tu trouves son compte, il te laisse le tromper. Et on voit le résultat. On a supprimé le poste de Premier ministre. On a voulu créer un vice-président. On a même inventé une notion assez bizarre qui s'appelle... Prestation de serment. La prestation du serment religieux. On a même créé un truc... le président... il y a un terme là qu'on a inventé. N'est-ce pas? Et puis après, certains se sont rendus compte, même le président en personne s'est rendu compte que ça là, c'est un peu rigolo. Que ça là, c'est un peu rigolo. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un ministre qui refuse de jurer dit je ne jure pas, etc., etc. Bon, moi, jurer, je ne trouve pas qu'il y a un problème dedans. Mais à condition que cela soit bien maturé. Aux États-Unis, les gens jurent sur le Coran, sur la Bible ou le Coran. Au Niger, tout près, les gens jurent sur le Coran. D'autres pays ne le font pas. N'est-ce pas? Donc, la Constitution de 2008... 2018 plutôt. De 2018, tout le monde sait que, bon, au fond, on s'est un peu amusé. Et puis le président aussi a un peu laissé faire. Et toute chose qui est mal faite finit toujours par être, à la limite, par être dramatique. Oui, mais maintenant vos conseils par rapport à cette nouvelle loi fondamentale qui... Il faut faire les lois pas pour faire plaisir à quelqu'un. Que ce soit des lois impersonnelles. Une loi doit être impersonnelle, voilà le terme. Surtout que maintenant nous avons un jeune président qui veut que la transition se passe bien, qui veut que la transition se termine avec des bons résultats, qui veut que le Tchad ait une nouvelle page, qu'on écrive une nouvelle histoire sur une nouvelle page. Donc c'est pas la peine de venir raconter des histoires, et puis c'est peut-être jeune, mais il sait que lorsque vous racontez n'importe quoi, ce n'est pas sérieux. Et donc, il y aura nécessairement un comité technique institutionnel qui va se mettre à rédiger la loi, les lois, et surtout la Constitution. J'espère que dans ce comité technique institutionnel, il y aura des très très bons cadres, des Tchadiens, surtout des Tchadiens, mais des Tchadiens qui savent écrire les textes, n'est-ce pas? Maintenant, on les a dans tous les milieux, dans tous les âges. Vous avez par exemple aujourd'hui, si vous allez tous les jours à 16h à l'ENA, vous trouverez une batterie de juristes qui peuvent vous offrir toute forme de constitution que vous voulez. N'est-ce pas? Maintenant, faisons une constitution qui ne soit pas révisée tous les temps. N'est-ce pas? C'est vrai. On a, après 10 ans, après 20 ans, il y a des choses. Les Américains ont écrit une seule constitution et ils ont eu une dizaine d'amendements sur 300 ans. N'est-ce pas? Nous, en 60 ans, on a eu quand même 5 constitutions. On a eu en 60, 62, après on a eu en je ne sais pas quand, etc., ainsi de suite, etc., etc., etc. Maintenant, l'occasion nous est donnée par Dieu et par les hommes politiques, à la tête duquel il y a quand même le président du Conseil militaire de transition. Maintenant, trouvons en nous suffisamment d'honnêteté, de sincérité pour que les textes qui vont sortir sortent de sorte qu'on ne dise pas on l'a fait pour X contre Y ou pour Y contre X. Non. Et là, le débat au sein du dialogue sera un débat assez intéressant, surtout que le CODNI, à travers ces comités techniques dont notre grand frère Banyara Yoyana, ont fait un pré-projet qui est très intéressant. Il suffit simplement qu'on le mature, qu'on le discute, le rediscute, parce qu'il y a des débats autour de la forme de l'État, il y a des débats autour de l'alternance, combien de mandats faut-il, etc., etc. Ce sont des questions à débattre de manière transparente, sans tabou. Aujourd'hui, tous les jeunes sont au courant de ce qui se passe aux États-Unis en une seconde. Ils sont au courant de ce qui se passe en Australie. Et ce n'est plus la peine de prendre les gens pour des gens qui sont complètement butés, qui ne sont au courant de rien. Maintenant, là, le monde a changé. Il faut aller avec beaucoup d'intelligence pour que les Tchadiens sortent de ce dialogue-là
pour ne plus revenir 30 ans après ou 10 ans après à reprendre les mêmes choses, CODNI, commission de ceci, cela, etc. etc. Comment le CNT doit procéder à la gestion de cette transition? Le CNT doit aider le Conseil militaire de transition à réussir. Comment? Moi, le président du CMT m'a dit une fois... Surtout que vous êtes son conseiller au dialogue national et à la réconciliation. Et il m'a dit clairement, conseiller, moi ce que je veux que la transition réussisse. Il m'a dit ça plus de 4 fois. Je veux que la transition réussisse, s'il plaît à Dieu. Maintenant, moi, en tant que conseiller, mon travail, c'est de faire en sorte qu'il réussisse. Je ne vais pas venir lui raconter des histoires de quartier. J'ai un problème avec Doba Robert. Je vais dire tout de suite que Doba ne vaut rien. J'aime Doba Robert. Je vais le dresser comme si c'est un ange. Non. Doba est compétent. Il est compétent. On a besoin de lui là où on a besoin de lui. Même si c'est mon ennemi, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire au chef. C'est ce que je dis souvent. Je le répète, messieurs, mesdames les ministres, lorsque vous amenez un décret pour la paix, la sérénité entre les Tchadiens, mettez tous les Tchadiens dans vos décrets. C'est vrai, on ne peut pas mettre 200 ethnies sur un décret, mais faites en sorte que lorsque votre décret sort, les Tchadiens se retrouvent dans votre décret. Est-ce que ça, là, c'est difficile? Vous mettez, je ne sais pas, je ne vais pas citer les tribus parce que moi, je n'aime pas ces choses-là, mais un décret doit être arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est dire? Plusieurs couleurs. Nordistes, sudistes, musulmans, chrétiens, hommes, femmes, vieux, jeunes. Voilà l'arc-en-ciel. Mais si vous alignez que des vieux, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, vraiment, ces pays-là ne changent jamais. Conflit des générations. Si vous mettez une ethnie, ah, mais ces gens-là, ils ne cessent jamais de manger. Si vous mettez les femmes, ah, c'est une société de dragueurs. Si vous, etc., etc. Pour éviter un peu tous ces stéréotypes, il faudrait que les gens soient ainsi. Maintenant, au niveau du CNT, lorsqu'ils perçoivent qu'une loi ne vise pas l'intérêt du Tchad, ça arrive aussi, hein, ils doivent simplement dire de manière discrète, parce que le président de l'Assemblée a des prérogatives que n'a nul autre président d'une institution en dehors de la présidence et le Premier ministre. Il peut appeler le Premier ministre à tout moment à 4 h du matin. Il peut appeler le président. Il peut venir voir le président. Monsieur le Président, très respectueusement, je pense que cette loi, même si vous la voulez, elle est contre vos intérêts et contre les intérêts du Tchad. Et quand on est président d'un pays, les intérêts du Tchad sont les intérêts du président. Les contre-intérêts d'un pays sont automatiquement contre un président. N'est-ce pas? Ça, c'est le travail du CNT. Et ainsi de suite, demain, si on a le bicaméralisme, si on a 2 chambres, c'est la même chose. Si vous avez un gouverneur qui soutient un sous-préfet qui fait n'importe quoi pour réveiller, par exemple, les rébellions, n'oubliez pas que les rébellions sont nées dans la sous-préfecture du fait de la frustration des populations. Aussi simple que ça. On a humilié un chef traditionnel dans une région du Tchad, on a imposé des impôts indus dans une autre, on a tapé sur quelqu'un à Chosabé Balem et c'est parti. N'est-ce pas? Donc il faut éviter un peu tout ça pour qu'on ne retombe pas dans ce qui a toujours été à l'origine de la destruction des sociétés. Et donc le CNT a un rôle très très important, n'est-ce pas? Moi je l'ai dit et je le répète, j'ai vu une fois une conseillère intervenir, c'est un délice, c'est extraordinaire. J'ai vu aussi un jeune conseiller qui a mis très mal à l'aise un ministre qui devait être mis mal à l'aise parce que le ministre a posé un certain nombre d'actes. Et c'est ça aussi la démocratie. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de ministres qui pensent que quand un conseiller est un peu dur avec eux, qu'ils ne les aiment pas, oh, j'ai pas besoin de t'aimer. Tu fais des bonnes choses, je t'applaudis. Tu fais des histoires de bas étage, je vais mettre l'ascenseur pour que tu remontes un peu plus en haut. C'est tout. Les ministres doivent être corrects, les conseillers seront corrects. Quand les ministres ne sont pas corrects, le peuple a quel recours? Ce sont les conseillers aujourd'hui, ce sont les députés demain. Il y a des débats actuellement autour d'un certain nombre de choses.
je suis très à l'aise en écoutant parler certains conseillers encore, parce qu'ils regardent beaucoup les réseaux sociaux. Le chef de l'État qui est jeune, il est au courant maintenant, comme vous et moi, de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ça permet de s'orienter. C'est vrai, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est pas évangile, mais ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans la société. Et donc le Conseil supérieur de transition, demain ou hier, le Conseil national de transition aujourd'hui, a un rôle très important dans la création de conditions pour que la paix soit définitive. Demain, quand les groupes politico-militaires vont venir, on doit les accueillir. Il faut les accueillir comment? Quel type de loi faire pour que les gens se sentent plus en sécurité? On a pris la loi d'amnistie. Il y a des décrets pour permettre à ceux dont les maisons sont occupées de reprendre leurs maisons. Qui doit suivre ça? Les ministres, les chefs d'arrondissement, les maires, mais aussi les conseillers. Monsieur le Président de l'Assemblée, ici, telle personne n'a pas voulu dégager la maison de quelqu'un qui l'occupe d'ailleurs indûment depuis une trentaine d'années, ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Etc., etc. On a comme impression le dialogue de Doha en train de piétiner. Est-ce que ça ne peut pas influencer sur ce dialogue national inclusif qui se tiendra d'ici moins d'un mois? Vous savez, moi, je crois que les gens sont un peu pressés, c'est tout. Sinon, le dialogue n'a jamais piétiné. Un dialogue comme celui de Doha n'est pas facile. 4 mois? Les Afghans ont fait 2 ans. 4 mois? J'ai dit que les Afghans... C'est de trop? Les Afghans, ils ont fait 2 ans. Les Sud-Soudanais, ils ont fait 18 mois. Nous, on n'a fait que 4 mois. Mais si 4 mois doivent conduire à une paix définitive, c'est tant mieux. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des obédiences qui sont diverses et variées. Et petit à petit, aujourd'hui, plus de 80% ont décidé de rentrer. Et depuis 2 jours, l'aile la plus dure a fait un communiqué qui a rassuré beaucoup de gens. Les Tchadiens seront très contents du travail réalisé par le gouvernement sur le terrain de la paix. Les Tchadiens seront très contents par l'ouverture d'esprit dont ont fait preuve les groupes politico-militaires qui ont accepté de rejoindre le dialogue, de participer au dialogue, qui ont compris que le dialogue est meilleur à toute forme de revendication. Quand on viendra aux élections, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Maintenant, nous ici au niveau du gouvernement, il y a des gens qui éprouvent des difficultés pour écouter les avis contraires. Mais de l'autre côté aussi, il y a un certain nombre de nos amis et frères des groupes politico-militaires qui ne comprennent pas la contradiction. Maintenant que c'est accepté, personne n'a raison, mais personne n'a aussi tort. C'est ensemble que nous aurons raison. C'est ensemble que nous allons nous retrouver pour construire. C'est ensemble que nous allons créer les conditions pour qu'il y ait un peu plus d'emploi, un peu plus de maturité, un peu plus de progrès et de développement. Et je vous assure que chaque fois quand je le dis, il y a quelques années, ça paraît un peu lunatique, un peu rêve. Mais aujourd'hui, je me rends compte de mieux en mieux que le Tchad va surprendre le monde. Cette capacité qu'ont les Tchadiens, parce que nous sommes un peuple résilient, nous avons réussi à démentir tous les pronostics. À la mort du maréchal, les gens ont pensé qu'on va tout casser. Comme des enfants qui sont fatigués avec leurs poupées, on va couper la tête des poupées. La poupée est encore là, n'est-ce pas? Et au contraire, on a commencé même à l'aimer, cette poupée-là. Je parle de notre pays, n'est-ce pas? Le dialogue n'a pas été facile. Souvenez-vous, M. Doba-Robert, les premières semaines, les deuxièmes semaines, le refus des manifestations, etc. Les gens ont été autorisés à manifester. Il y a eu des manifestations avec tout ce que cela suppose d'apprentissage de ces mécanismes-là. Et on est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Ce n'est pas facile. Il y a des ratés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est même le PCMT qui l'a dit. Il y a des ratés. Mais c'est quand il y a des ratés qu'on va les soigner. N'est-ce pas? Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut que les Tchadiens acceptent de se faire confiance. Nous ne sommes pas condamnés à être les derniers. Il suffit qu'il y ait une petite étincelle, le Tchadien est le premier. Moi, je cite Casimir,
qui est quand même le meilleur sportif taekwondo en Afrique centrale. Casimir, c'est un jeune. Il est parti, il a terrassé tous les Centrafricains, les Camerounais, les Congolais. Il est rentré avec plein de médailles. Votre message, moi, à nos téléspectateurs qui nous suivent, surtout que on est à moins d'un mois du dialogue national inclusif. Il faut que tous les Tchadiens aient la possibilité d'avoir des studios aussi bien faits. Que notre télévision soit l'une des meilleures, que nos écoles soient les meilleures, que nos routes soient les meilleures, que les Tchadiens comprennent que leur pays n'est pas un pays petit. Moi, je dis souvent, quand les Français parlent du Tchad, ils disent le Tchad fait 2 fois la France. Nous faisons 2 fois la France. C'est-à-dire? Vous prenez la France, là, vous la mettez au Tchad, il va encore rester une partie, vous prenez une deuxième France, ça va faire la France. Mais si nous faisons 2 fois la France, nous devons aussi avoir... En termes d'étendue. En termes d'étendue. Oui. Mais il faudrait que dans l'étendue, on mette un contenu. Il faudrait qu'on se mette à travailler. Il faudrait qu'on ait suffisamment de fierté pour se comporter comme les Sénégalais, pour se comporter comme les Rwandais. N'est-ce pas? On accepterait si les Tchadiens ne voyagent pas. Nous voyageons comme tout le monde. Pourquoi rester tout le temps les derniers? Mais, docteur, le problème du Tchad, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance? Oui, oui, le partage des ressources humaines, des ressources. Tout à fait. Mal partagées. C'est ce qui révolte les Tchadiens. Le dialogue est fait pour qu'il n'y ait pas de mauvaise gouvernance. Le dialogue est fait pour que les contrôles soient faits de sorte que toute personne qui a été reconnue coupable de mauvaise gouvernance doit être sanctionnée. N'est-ce pas? Mais il y a une chose, M. Doba-Robert, qu'il faut peut-être commencer à développer. Il faudrait que les Tchadiens cessent avec la mentalité selon laquelle nous sommes les plus mauvais de la terre. C'est une question de fierté nationale. Il y a une mentalité qui s'est développée où le Tchadien a l'impression que son pays c'est du n'importe quoi. Non, ce Tchad n'est pas n'importe quoi. Le Tchad a des ressources humaines, matérielles, minières, n'est-ce pas? Il faudrait que pendant les dialogues, on mette l'accent sur l'économie. Moi, j'ai lisé un peu les condensés de ce qui a été fait jusqu'ici, après les pré-dialogues qui ont eu lieu à gauche et à droite. Il y a eu beaucoup de choses sur la politique, sur le social. Il faudrait aussi que les Tchadiens commencent à réfléchir un peu à l'économie. Parce que l'emploi, on le crée par l'économie. Naturellement, l'économie, pour qu'elle soit vivante, elle a besoin de paix et de sécurité. N'est-ce pas? Donc moi, mon conseil, il faudrait qu'on cesse de se flageller. Faisons-nous un peu confiance. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'injustices. Ça, tout le monde le reconnaît. Hein? Il y a eu beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais à partir du moment où on veut tourner la page, mettons l'accent sur notre capacité qui a démontré aux gens que les Tchadiens peuvent vivre ensemble. Je voudrais souhaiter longue vie à H comme hémicycle pour que, après le dialogue, d'autres conseillers qui ont participé au CNT viennent parler du CNT, de leur expérience et de leur expertise. C'est ça un peu aussi l'histoire nationale. Ceux qui ont vu doivent parler pour que ceux qui sont en train de voir ne tombent pas dans les travers de la myopie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Ali Abdraman Hagar. Il est conseiller au dialogue et à la réconciliation nationale à la présidence de la République. Nous l'avons reçu ici au titre d'un ancien secrétaire général du Conseil supérieur de transition de 1993 à 1996. Au revoir et à la semaine prochaine.